Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on se penche sur une institution qui peut paraître un peu intimidante, la Cour de cassation. On a épluché un rapport assez dense sur son fonctionnement pour essayer de comprendre comment ça marche, vraiment. Bon, décortiquons ça. Quelle est la mission fondamentale de cette Cour qui est unique pour toute la République? Alors, la mission clé, vraiment, c'est d'être le juge du droit. C'est ça qu'il faut comprendre avant tout. Ce n'est pas un troisième degré de juridiction. Ah, ce n'est pas un super tribunal qui va tout réexaminer. Pas du tout. La Cour ne va pas replonger dans les faits de l'affaire. Son unique rôle, c'est de vérifier que la loi a été correctement appliquée par les juges du fond. Juste pour être sûr, quand on dit juge du fond, on parle bien des tribunaux et des cours d'appel. C'est exactement ça. Eux, ils se penchent sur les faits, sur le qui a fait quoi. D'accord. La Cour de cassation, elle, se pose une seule question. Est-ce que la règle de droit a été bien comprise et bien utilisée? Le but final, c'est d'unifier l'interprétation de la loi. Il faut que la même règle s'applique à Lille, à Marseille ou à Fort-de-France. Pour tout le monde, pareil. L'égalité devant la loi, en somme. Voilà. Et pour faire ça, elle traite un volume de dossiers, mais c'est colossal, plus de 20 000 par an. Ce qui explique l'organisation en 6 chambres hyper spécialisées. Mais le détail qui m'a le plus surprise dans nos lectures, c'est ce monopole des avocats au Conseil. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Qui sont ces avocats un peu spéciaux? Ah oui, c'est une particularité très française. Ce ne sont pas des avocats comme les autres, non. C'est un ordre très fermé, d'environ 130 professionnels, et ce sont les seuls à pouvoir représenter les gens devant la cour, en dehors du pénal. Et pourquoi ce monopole? Quel est leur rôle exact? Le rôle est crucial. Ils agissent comme un filtre. Un filtre? C'est-à-dire qu'ils traduisent la plainte d'un client en arguments juridiques très pointus. On appelle ça des moyens de cassation. Et surtout, ils vont déconseiller les pourvois qui sont sans espoir, qui n'ont aucune chance. D'accord, donc ça évite d'engorger la cour avec des dossiers perdus d'avance. Exactement. Ils sont en quelque sorte les premiers jus de la pertinence d'un pourvoi. Mais alors, on peut se poser la question, est-ce que ce filtre ne crée pas une justice à deux vitesses? Si on n'a pas les moyens de se payer un de ses avocats ou si on tombe sur quelqu'un de moins combatif, l'accès à la cour est limité, non? C'est la critique qui revient souvent, c'est vrai. Le système est défendu au nom de l'efficacité, de la qualité juridique des dossiers. Et puis bon, il y a l'aide juridictionnelle qui existe. Mais la question de l'accès à ce cercle très restreint, oui, ça reste un débat. C'est fascinant ce mécanisme. Mais ça, c'est ce qui se passe en amont et en aval, une fois que la Cour a rendu sa décision. J'ai eu que la façon de l'écrire a été complètement bouleversée. On est loin du vieux style incompréhensible, c'est ça? Ah oui, mais complètement. C'est une vraie révolution. On sort de siècles d'arrêts laconiques, presque cryptiques, avec cette fameuse structure en « attendu que ». Que personne ne comprenait en fait. Voilà. Et depuis 2019, on est passé à la motivation enrichie. Et ce qui est fascinant, c'est que la Cour a décidé d'expliquer le pourquoi de ces décisions. Et concrètement, la différence, ça ressemble à quoi? C'est le jour et la nuit. Avant, on avait en substance attendu que la loi a été violée, la décision est cassée. Point. Maintenant, c'est beaucoup plus pédagogique. On a des paragraphes numérotés. On nous prend un peu plus par la main, quoi. C'est ça. On va lire 1, voilà ce que dit la loi. 2, d'ailleurs, dans un cas similaire, on a déjà jugé ça. 3, ici, la cour d'appel a fait une erreur, c'est pourquoi on casse. La clarté n'a plus rien à voir. Et pourquoi un tel changement maintenant? Il y a un double objectif. D'abord la transparence, pour que les décisions soient mieux comprises et donc mieux acceptées par les citoyens. Et ensuite, c'est aussi pour dialoguer plus facilement avec les cours européennes, qui ont toujours eu cette culture de la motivation très détaillée. Et tout ça s'inscrit dans un mouvement plus large, je crois. Oui, ça va de pair avec l'open data et le projet Judi Libre, qui vise à rendre toutes les décisions de justice accessibles en ligne. Alors, si on résume, la Cour de cassation n'est pas du tout l'institution figée qu'on imagine. Elle évolue, elle essaye de trouver un équilibre entre sa rigueur technique et cette demande de transparence démocratique. Exactement. Et pour aller plus loin, juste pour la réflexion, le rapport Cour de cassation 2030 lance une idée encore plus audacieuse, celle de permettre à des tiers, des associations, des ONG, de donner leur avis dans des affaires à fort enjeu. C'est le principe de l'amicus curiae, l'ami de la Cour. Et ça soulève une question fondamentale. Si des acteurs de la société civile peuvent éclairer la plus haute cour, est-ce que la frontière entre interpréter le droit et créer des normes sociales ne devient pas un peu plus floue? Où s'arrête le rôle du juge et où commence celui du législateur?